J'étais assise à mon bureau, réfléchissant au sujet de ma prochaine chronique. Mais mon cerveau était à ce moment aussi vide que mes poches, et tel un nonagénaire se baignant dans un fjord en Norvège, rien ne venait. C'est là où je la vis, splendide, rutilante dans sa robe noire qui lui épousait parfaitement ses formes, comme du café sous vide à 4 $ la livre. Elle portait sur sa poitrine un faux Val Kilmer, quelques symboles japonais et une splendide brune, dos nu, sûrement contorsionniste, ou j'espère en tout cas qu'elle consulte un bon chiropracteur. Sur le fond d'une ville issue de Blade Runner, on pouvait y lire ces mots rassurants, Mean Streets, ou rue méchante. Non, sans le moindre lien avec le film éponyme de Martin Scorsese. Ouais, une incitation à l'aventure, me disais-je. Et un bon moyen de faire une introduction digne d'un film de détective au rabais, rediffusé tard le soir à la télé. Mais qu'est-ce que Mean Streets ? En ces temps opulents où l'on peut quasi tout faire grâce à nos ordinateurs de bourgeois, eh bien on oublie parfois nos ancêtres qui ont, eux, voulu en mettre plein la gueule avec peu d'espace. C'est le cas de Mean Streets, un jeu publié en 1989 sur l'antédiluvien Commodore 64 d'abord, puis sur plein d'autres supports ensuite comme les Amiga ou PC. Mais James, c'est la fille de vos rêves! Il s'agit en vérité de la première aventure du détective privé Tex Murphy, héros d'une saga surtout réputée pour son troisième volet, Under a Killing Moon. Oui, un excellent titre en FMV dont un remake annoncé vient tout juste de conclure avec grand succès son Kickstarter pour une version ultra moderne. Et c'est presque normal qu'Under a Killing Moon soit toujours aussi autant aimé de nos jours parce que, en plus de son excellent scénario et de sa cool ambiance tech noire à la Blade Runner, donc, le jeu était également à l'époque incroyable techniquement, mélangeant en plus des FMV dont j'ai causé plusieurs phases d'enquête dans des décors reproduits en 3D. Oui, en 3D temps réel, à une époque où Doom et Wolfenstein 3D venaient à peine de sortir. C'est très intéressant. Je crois que je peux m'en occuper. Merci. Mais je ne suis pas là pour vous causer d'Under a Killing Moon, en tout cas pas encore, peut-être une prochaine fois, mais il faut d'abord que je vous parle de la fondation du studio Access, le studio à l'origine de Mean Streets et de la saga Tex Murphy. Et ne soyez pas déçus que je ne cause pas d'Under a Killing Moon parce que Mean Streets aussi en a mis plein la gueule à sa sortie. Pensez donc, des personnages digitalisés partout, parfois dans un semblant de vidéo avec des voix parfaites, des décors bâtis en maquette puis photographiés, tout un simulateur de vol en 3D, sommaire mais qui existe, et un scénario prenant situé en 2033 alors que les USA ont été ravagés par une troisième guerre mondiale et que les fascistes prennent de plus en plus d'importance en s'affiliant aux puissants manias de la tech. Mais où vont-ils chercher tout ça ? En tout cas, c'est le bon sujet pour une petite vidéo, en attendant les plus grosses. Mais avant d'attaquer Mean Streets, eh bien retraçons la genèse d'Access Software qui, comme toute boîte de l'époque, a simplement été fondée à la suite de plusieurs concours de circonstances. Et tout commence avec Bruce Carver, un mormon et ingénieur, au départ pour une boîte de chimie intitulée Red & Associates, et qui, un jour de 1974, reçoit la visite de son boss avec un énorme mode d'emploi sous le bras. Oui, en effet, la boîte vient tout juste de recevoir un nouvel ordinateur et nul ne sait comment le faire marcher. Du coup, voyant que Bruce a marqué dans son CV avoir étudié certains langage informatique à la fac, eh bien le boss ordonne à son employé de faire marcher cette satanée machine et de former aussi ses collègues par la suite. Et j'ai pas l'intention de me faire ridiculiser par un routeur sans fil. Bon, le truc c'est que Bruce il a certes étudié l'informatique, mais 10 piges auparavant, lorsque les ordinateurs ressemblaient encore à des frigos et qu'on programmait tout sur des cartes perforées. Et dans ce temps-là, il y avait des bourdons de gravés sur les pièces de 5 cents. Mais notre Carver n'est pas du genre à se laisser abattre et il se met donc à potasser la doc, découvrant ainsi de nouveaux langages informatiques comme le BASIC, beaucoup plus simple sur le papier. Et c'est comme cela que Bruce Carver tombe amoureux des ordinateurs et passe pendant plusieurs années ses week-ends chez d'autres collègues de sa boîte à jouer sur Atari. Alors parmi ses collègues, nous avons celui qui deviendra Tex Murphy lui-même, à savoir Chris Jones, à ce moment comptable chez Red & Associates, et qui, comme tout super fan de cinéma qui se respecte, a passé ses jeunes années à réaliser des courts-métrages grâce à la caméra de son cousin Dave Brown et avec l'aide d'un camarade de classe intitulé Doug Van de Grift, oui, alors qui non seulement taffe aussi chez Red & Associates, mais qu'on retrouvera surtout au générique des différents Tex Murphy, c'est pour ça que je les cite. Bref, pendant plusieurs années, eh bien nos amis continuent leur bonhomme de chemin jusqu'à l'arrivée en 1982 du Commodore 64, une machine que je n'ai malheureusement jamais connue, mais regardez comme c'est beau. Marie-Lou s'amuse beaucoup quand elle fait son algèbre. François Bellil termine les plans de magasin. Ils font tout ça et plus encore avec un Commodore 64. Commodore met l'ordinateur à la portée de tous. Van
vendu pour le prix modique de 595 $ à sa sortie, puis 2 fois moins cher l'année suivante, eh bien le Commodore 64 devient rapidement l'ordinateur le plus vendu au monde, et devient aussi le premier à s'écouler à des dizaines de millions d'exemplaires. Alors forcément, Bruce Carver il peut pas passer à côté, et avec l'accord de sa femme, notre ingénieur part s'acheter un Commodore 64 pour sa famille, pénétrant ainsi dans un magasin d'informatique comme il en existait tant à ce moment, et nommé Computer Plus, un magasin situé dans la banlieue de Salt Lake City et détenu par un type nommé Steve Witzel, qui lui aussi deviendra important pour notre histoire. Bruce devient alors un ravi possesseur de Commodore 64, mais il découvre avec stupeur que la dock de la machine n'est pas super complète, et que s'il veut savoir comment fonctionne tout ce bordel, va falloir qu'il rétro-ingénier la bête. Et c'est comme ça que Bruce apprend lui aussi à programmer sur la machine, et en profite pour créer des jeux et logiciels pour ses enfants. Alors bien sûr, avant de créer le moindre jeu, autant fabriquer son propre moteur, et notre ingénieur crée ainsi le logiciel Sprite Master, permettant, comme son nom l'indique, d'insérer et faire bouger des sprites à l'écran. Et grâce à Sprite Master, Carver se met également à développer un jeu intitulé Neutral Zone. Oui, un simulateur spatial absolument pas inspiré de Star Trek, d'ailleurs ceci n'est pas du tout l'Enterprise, non, vous n'avez rien vu. Alors forcément, Bruce il se dit que quitte à faire des trucs, autant se faire un peu d'argent dessus, et contacte ainsi la seule personne qu'il connaisse possédant sa propre boutique d'informatique, c'est-à-dire Steve Witzel. Déjà l'histoire, comment c'est foutu, comment ça s'enchaîne. Ainsi, avec Steve, mais aussi avec le comptable Chris Jones pour gérer l'administratif, nos trois larrons fondent fin 1982 la société Access Software pour vendre les jeux de Bruce, non seulement dans la boutique de Steve, mais aussi par correspondance, en diffusant des pubs dans des magazines. C'était la mode à l'époque. Alors bien sûr, Neutral Zone commence à avoir son petit succès, et nos trois compères remplissent ensuite avec Beach Head, un jeu retraçant le débarquement en Normandie, développé alors non pas à partir de recherches historiques, mais après plusieurs revisionnages du jour le plus long, oui, la fameuse épopée de 1962. Un jeu qui, alors comme masse de logiciels à l'époque, se déroule sur plusieurs séquences, chacune avec un gameplay différent, allant de la traversée de la Manche jusqu'à l'assaut d'un bunker avec un tank. Merci mes amis, merci. Vive la France! Bon alors je vais pas vous faire tout l'historique d'Access Software, parce que la boîte va ensuite sortir pléthore de jeux de guerre et de bowling, avant de trouver quand même un nouveau filon grâce au jeu de golf. Oui, encore une histoire de bunker, débutant avec le très cool Leaderboard, un jeu que j'ai platiné dans mon jeune temps. Oui, rien que revoir ces images me ramène loin en arrière. Ooh, can't be too happy about that one. Un soft ultra important pour notre histoire, puisque afin de se démarquer de la concurrence qui se jouait surtout en vue du dessus, Bruce Carver, fanat de la petite baballe, souhaite qu'on puisse voir notre golfeur de profil, comme à la télé. Et pour ce faire, la boîte va investir dans de nouvelles caméras, afin que Bruce puisse filmer son frère, Roger, et ainsi le digitaliser dans la machine. Oui, c'est l'ancêtre de Mortal Kombat, si vous voulez. La partie est finie, grand-père. Je lui ai mis à 4 pattes pour ça. Et après Leaderboard et sa suite, nos amis vont affiner la technique pour les excellents Lynx, autre jeu de golf auquel je jouais continuellement. Regardez-moi ce green. Et bien sûr, la technique sera réutilisée pour les Mean Street et d'autres softs de la boîte. Oui, pour sortir des sentiers battus, et tout comme la compagnie Cinemaware, Access Software va essayer petit à petit de se rapprocher de plus en plus du cinéma, cherchant à tout prix à utiliser la pointe de la technologie. D'ailleurs, en plus de ses progrès dans l'imagerie 2D, la compagnie va en outre commencer à faire quelques recherches du côté de la 3D, et c'est ainsi qu'apparut Échelon, une simulation spatiale tout en 3D, en 3 FPS certes, mais on peut pas tout avoir. C'est une des plus plates excuses que vous m'ayez jamais faites. Bien sûr, tout cela nous emmène vers Mean Street, car malgré ses splendides graphismes, Échelon va bider, et nos gars d'Access vont se dire que c'est quand même dommage d'avoir créé un aussi beau moteur pour un machin qui s'est planté. Du coup, afin de rentabiliser tout ce temps passé à développer Échelon, Carver et sa bande décident de faire un autre simulateur de vol, mais situé là, en Californie, dans un univers plus réaliste. Bon alors le problème c'est que Microsoft fait la même chose de son côté avec les excellents Flight Simulator, et vu qu'Access n'a pas le pognon de Microsoft, ils se disent que leur simulateur d'avion risque de faire très pâle à côté. Une pâle d'avion, c'est rigolo ça. Ah, si vous saviez ce qu'on fiche par les fenêtres dans ce genre de boulot. Du coup, pour se différencier, pourquoi pas en faire plutôt un simulateur de voiture volante, c'est cool, dans le futur, un peu comme si l'on pilotait le spinner de Descartes, tiens, dans l'incroyable Blade Runner. Mais bon, conduire un spinner tout seul c'est peut-être fun, mais un peu chiant, donc il faudrait aussi incorporer un scénar, histoire d'avoir des objectifs à faire. Et c'est là que Chris Jones explique avoir justement, pour le fun et récemment, réalisé avec ses collègues, comme il le faisait au lycée, une parodie de détective privé située dans le futur et intitulée
Plantain from Outer Space, oui, une sorte de fausse suite au célèbre nanar Deadwood, où là encore les aliens tentent de conquérir la Terre en ressuscitant les morts. Donc en fait, ils réutilisent simplement le plan 9, mais bon, il y a marqué plan 10 pour la blague. Bon alors bien sûr, c'est amateur et a souffert de multiples soucis durant la production, avec des caméras qui tombaient en panne, du vol de matos, des pellicules surexposées, un changement de format entre temps passant du 16 mm au 8 mm, et puis à la vidéo, pourquoi pas, bref, on s'en fout, ce qui est important c'est que dans ce film, Chris Jones y joue un détective nommé Tex Murphy. Et c'était Tex Mutant dans le script. Un détective qui reçoit la visite d'une jeune femme blonde nommée Sylvia Linsky. Alors certes, le scénario est pas top, mais ils se disent que, en fait, ils pourraient quand même au moins réutiliser ce prémisse pour le simulateur de spinner du futur. Et c'est comme ça qu'est né notre Mean Streets, un jeu d'aventure situé dans 7 ans où l'on incarne un détective privé de San Francisco baptisé Tex Murphy, un détective conduisant son propre spinner sous un ciel rouge post-apocalyptique à travers toute la Californie. Et un Tex Murphy incarné par Chris Jones, oui, parce que c'est le plus grand de la boîte, donc c'est mieux pour les digits. En plus, comme il taffe pour Access, il est toujours disponible, sans besoin de payer un autre salaire, et puis vu qu'il a déjà joué le personnage à l'écran, il a déjà le costume, c'est tout bénef, il n'y a rien besoin d'acheter. Et le jeu commence, bien par un générique assez simple, reprenant quasi tous les noms que j'ai cités depuis le début de cette vidéo. Et vu que les cinématiques, ça prend de la place sur une disquette, le jeu nous explique tout le contexte avec une simple page de texte. Un contexte qui, alors comme souvent à l'époque, est un poil plus étoffé dans le mode d'emploi. Donc blablabla, on s'appelle Tex Murphy, ok, ça je l'ai déjà dit, on est détective privé à San Francisco, ok, et en 2033, oui, ça je l'ai dit aussi, et nous avons été engagés par une jolie fille intitulée Sylvia pour enquêter sur la mort curieuse de son père. En effet, celui-ci semble avoir sauté de lui-même du Golden Gate Bridge, et sa fille n'y croit pas. Enfin, la police, elle, a conclu au suicide, et la fille nous engage pour 10 000 balles afin de faire la lumière sur toute cette affaire. En gros, notre boulot, c'est de résoudre cette enquête. Ah parfait, j'ai bingé toutes les saisons de Columbo, c'est pile dans mes cordes. Un bon point. Alors bien sûr, si tu lis pas le manuel, tu piges pas trop ce qui t'arrive, le jeu nous place directement dans les baskets de Murphy au volant de son spinner avec plein de boutons et d'écrans partout. On nous dit qu'avec H on déclenche une page d'aide, oui, qui résume toutes les commandes, d'accord, mais on n'est pas plus avancé que ça. Alors ok, N sert à nous montrer l'écran de navigation, mais où je dois aller, je fais quoi ? Ah, et vu que je bouge pas, je reçois un fax de ma secrétaire Vanessa qui m'envoie l'article de journal correspondant à la mort de Carl. Un article qui se trouve déjà en fait dans le mode d'emploi. Alors ouais, voilà, un professeur de la fac de San Francisco est mort ce samedi, l'inspecteur Steve Clements de la criminelle a conclu un suicide et une lettre a été adressée à sa fille Sylvia. Alors en gros, Mean Street fonctionne de la même manière que Sherlock Holmes Détective Conseil ou Sherlock Holmes Consulting Detective. Un jeu de rôle sorti en 1982 et décliné sous différentes formes, dont la plus récente vient de l'éditeur Space Cowboys. Chaque boîte se compose d'un livret d'enquête, d'une grosse carte de Londres, de facsimilés de journaux et d'un annuaire recensant tous les lieux et personnages que tu risques de rencontrer au cours de tes enquêtes. Oui, alors si tu veux aller enquêter à la morgue par exemple, tu cherches morgue, ça te donne un numéro et ce numéro correspond à un texte à la manière des livres dont on est le héros. D'ailleurs, t'as également eu 2 livres dont on est le héros, Sherlock Holmes, reposant sur le même concept. Et du coup, pour Mean Street, c'est pareil. Chaque lieu ou personnage correspond à des données de navigation, et pour t'aider à débuter, le mode d'emploi t'enfile déjà 5. Le bureau de Carl Linsky, la victime, à la fac de San Francisco, t'as l'adresse de Sylvia Linsky, sa fille, celle de John Richards, le légiste, celle de Steve Clements, le flic, et enfin t'as aussi celle de Dolores Lightbody, la petite amie de la victime. Alors comme vous le voyez, chaque nom correspond à des données, et pour débuter, comme dans tous les jeux Sherlock Holmes, on part directement faire un tour à la morgue, soit 4670. J'entre mes données, et de là, je peux piloter mon appareil manuellement, enfin si je veux, pour y aller. Et c'est là où l'écran de pilotage devient important. Ici en haut à gauche, c'est la distance entre moi et ma cible, là, la boussole représente dans quelle direction se trouve notre destination, et ça se pilote assez simplement avec le pavé numérique, 7 pour monter, 1 pour descendre, les flèches pour se diriger, et plus ou moins pour régler la vitesse. Sachant qu'on ne peut heureusement pas se cracher, oui le véhicule il fait juste un gros... Mais c'est tout. Bon alors bien sûr c'est un peu lent, le relief est un peu simple, mais on distingue quand même quelques lieux emblématiques de la ville comme la Coit Tower, ici, et puis bien sûr t'as aussi le fameux pont du Golden Gate où je vais m'amuser à passer dessous. Oui, ça sert à rien mais c'est fun. Bon alors bref, nous avons un meurtre à résoudre, donc vite, allons voir le coroner.
Alors une fois posé et sorti du véhicule, en appuyant sur E, on se retrouve devant une photo digite avec un court texte descriptif. On apprend que la morgue est tellement grande désormais qu'on doit se déplacer par tapis roulant. Et voilà le légiste en photo, qui était un employé d'Access Software, j'imagine, comme on peut s'en douter. Et vu que c'est un vieux jeu, bah t'as pas de choix multiples pour les dialogues. Non, il faut carrément que tu tapes toi-même ton sujet. Donc essayons Body. Non. Karl. Non plus. Karl Linsky. Ah bah voilà, il me dit qu'il s'est effectivement noyé, l'eau dans les poumons le confirme, et le type va me faxer le rapport d'autopsie. Quoi, alors j'imaginais pas le fax un élément aussi important du 21e siècle. Alors tu peux aussi tenter de lui donner un pot de vin, mais il accepte pas, tu peux le menacer, mais on va éviter, et tu peux aussi lui demander d'autres sujets, mais bon là ça sert pas à grand chose, parce qu'il est bien sûr pas au courant de toute l'affaire. Alors une fois reçu le rapport d'autopsie, bah je suis pas plus avancé, même s'il dit avoir remarqué une trace de chirurgie récente à la base du crâne. Et du coup, allons voir l'inspecteur Clements. Alors je rentre les données, je survole la ville et après quelques minutes, nous voilà arrivés. Alors là encore, j'ai un petit texte explicatif et texte nous dit croiser des posters Law and Order Political Party affichés un peu partout. Donc on va noter l'info, c'est peut-être important pour la suite, et voici le jeune Clements. Alors je l'interroge sur Karl Linsky et il me dit que la chute a été aperçue par un témoin qui s'appelle Bash Dagot. Oui, un blaze digne d'un perso dans Star Wars. Et c'est là où, comme tout détective ou comme dans chaque partie de Sherlock Holmes, tu as besoin d'un bloc-notes. Très important le bloc-notes. Un bloc-notes où tu vas noter chaque détail important, chaque sujet possible et mettre les bonnes coordonnées au bon suspect, sachant qu'il faut tout marquer correctement parce que si tu te trompes dans un nom, eh bien la machine risque de ne pas le reconnaître. Et vu que j'ai le nom de Bash Dagot, je vais demander aux flics ce qu'il en pense. Et là, il me dit que l'individu n'est pas recommandable mais qu'il habite au 4657. Et si je l'interroge sur Law and Order, eh bien il m'explique en gros qu'il s'agit d'un groupuscule de fachos. Alors je vais voir la fiancée qui ressemble à Phyllis dans The Office et qui me dit que Karl y possède un laboratoire caché quelque part en ville, mais elle en sait pas plus. Bon, ça c'est cool, et elle me donne aussi carrément l'adresse du défunt, et ça c'est encore mieux. Ah, et si je l'interroge sur la fille, Sylvia, eh bien elle me raconte qu'elle a craqué son slip lorsque l'assurance n'a pas voulu lui filer la prime d'1 million de dollars à laquelle avait souscrit son père, sous prétexte qu'il s'agissait d'un suicide et non d'une autre mort. Ça serait pour ça qu'elle m'aurait engagé. Eh bien pour vérifier, je vais carrément aller checker à la compagnie d'assurance, située dans la célèbre Transamerica Pyramid de San Francisco, et j'en apprends pas plus, si ce n'est qu'il a souscrit l'assurance il y a peu de temps, donc peut-être se sentait-il menacée. Si je vais voir Sylvia et que je l'interroge, elle me dit qu'elle n'en sait pas plus sur le sujet, mais que si je découvre qu'il s'agit bel et bien d'un suicide, au moins elle sera rassurée. Donc bon, c'est peut-être pas la meurtrière. Bref, partons enquêter au domicile de la victime maintenant que j'ai son adresse. Et c'est là que l'on découvre un autre mode de jeu, à savoir le mode enquête, nous permettant de déplacer Tex Murphy au clavier dans un décor du jeu. Tandis qu'en bas, nous trouvons la liste de verbes habituels avec regarder, prendre, bouger, ouvrir, allumer, éteindre et goûter. Goûter que je déconseille, vu que t'as souvent du poison qui traîne. Ça c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est assez simple puisque tu te déplaces et à chaque fois que tu te retrouves devant un objet du décor pouvant être utilisé ou fouillé, un objet qui est indiqué en bas, tu choisis le verbe correspondant et t'appuies sur la touche action. Alors si le système était déjà considéré comme obsolète à ce moment, les joueurs et critiques préférant le bien plus instinctif pointer et cliquer des jeux LucasArts de la même période, eh bien il faut savoir que lorsque toute l'industrie passera au full 3D à la fin des années 90, elle reprendra, mine de rien, ce système. Oui c'est ironique, mais au moment du full 3D, que ce soit pour n'importe quel jeu, finalement, on déplace notre perso devant l'objet et on appuie sur la touche d'action correspondante. Oui, ce qui semblait vieillot à la fin des années 80 est devenu moderne 10 ans plus tard. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Alors après, t'avais d'autres jeux au début des 80s qui utilisaient à peu près le même système que Mean Street, Access a rien inventé, mais je trouvais la remarque amusante. Et bon, pour en revenir à Tex Murphy, par exemple, devant ce cabinet, je choisis le verbe voir, et hop, il découvre une porte. Alors, j'ouvre la porte, et voilà, apparaît un livre et une clé. Alors je prends le livre avec une page marquée, mais sans m'en dire plus, parce que je peux pas le lire, et je prends la clé. Une clé qui me servira bien plus tard dans un autre décor, et ce qui est cool, c'est que Tex, il utilise, quand il a en tout cas, le bon objet tout seul. Oui, pas besoin de fouiller dans notre inventaire pour combiner des trucs. Ça, c'est bien. Ensuite, regardons derrière la peinture et haha, un coffre. Alors Tex peut ouvrir facilement les coffres et il trouve du blé. Alors j'aime le blé donc je le prends. De toute façon Karl il en aura plus besoin, il est mort. Et Sylvia elle est bourrée de thunes. Puis on va dire que c'est une preuve. Et là aussi on trouve un fax dans l'entrée qui nous dit « J'attends notre rendez-vous, love, Sandra Larsen ». Ah ah, une maîtresse, j'en étais sûr, alors notons. Sandra Larsen. Vers le bar, encore masse de trucs, là t'as une porte, une boîte à chaussures et un papier qui dit « Professeur, j'ai les codes du Nexus à décoder. ISBPHO, UEQNE, blablabla, on se contacte, SF. Ah ah, encore des indices, notons ça. Alors SF,
SF San Francisco? Science-fiction? Sûrement un auteur? Alors il y a aussi une bouteille de whisky, alors c'est un jeu d'aventure donc on embarque, on sait jamais. Ensuite sur la table nous avons un jeu d'échecs où seul le Bishop manque. Ah, Bishop. Bishop en fait c'est l'équivalent du fou chez nous. Et Bishop, attends Bishop. Mais oui! Ça correspond au premier code. ISBPHO, c'est l'anagramme de Bishop. UEQNE, c'est Queen, la reine. Il y a aussi King, Rook, les tours, Pawn, les pions et Knight, le chevalier. Alors par contre les autres je sais pas, Black et White pour la fin. Bon le reste on verra, j'ai toujours été une bille en anagramme de toute façon. Eh bien c'est excellent pour une première fois. Et pour le reste de la fouille, j'ai une armoire que je peux pas ouvrir sans tournevis, des menaces de mort, un devoir noté E par un certain Blaze Winner, qui doit du coup être le responsable de la menace, vu qu'elle semble en relation avec la fac. Ah, j'ai aussi une cassette audio et un lecteur à côté, donc voyons. Ok, c'est glauque. Impressionnant, mais glauque. Et dans une poubelle, nous avons un bail pour un entrepôt aux coordonnées 4675. Oui. Enfin, je vais pas vous faire tout le jeu en entier, sauf si vous voulez vraiment dans les commentaires, mais vous voyez, il y a plein de pistes partout, il y a des codes à noter, il y a des trucs à trouver, c'est trop bien. Certes, le système est un peu obsolète et les temps de voyage sont un peu longs, sans moyen de les passer, donc vu que t'as toute la Californie à visiter et que parfois t'as plusieurs allers-retours à faire entre les lieux, ça peut rebuter, mais moi j'aime bien quand ça prend un peu son temps. C'est une autre époque, quoi. D'ailleurs, comme la plupart des jeux d'aventure de cette période, on peut mourir. Oui, principalement en faisant des trucs stupides, comme toucher des choses qu'on devrait pas. On peut aussi se faire arrêter par la police parce que plusieurs lieux comportent des alarmes, donc il faut réussir à fuir ou trouver un moyen de les arrêter avant la fin du compte à rebours, et sans oublier les moments où l'on doit jouer du flingue dans des passages pas très intéressants aux munitions limitées, où les ennemis repopent et explosent dans un fracas de verre, et où le but est de traverser l'écran 2 fois afin de passer la séquence. Bon ouais, c'était la mode à l'époque d'insérer des séquences d'arcade dans les jeux d'aventure, mais j'ai toujours trouvé ça mal branlé. A noter qu'il existe justement, dans la carte du monde, plusieurs zones où Tex peut s'amuser à buter du malfrat pour gagner du pognon. Sachant que le pognon sert principalement à corrompre les suspects ou payer notre indique. Ah oui, car Tex il est pas tout seul et a aussi 2 aides primordiales, accessibles dans son spinner. En appuyant sur V par exemple, tu téléphones à Vanessa. What's up, Tex? Sa secrétaire, oui, regardez-moi comme c'est beau, du FMV sur disquette. Vanessa qui ressemble au collègue de l'autre Murphy là dans les Robocop. Et là pareil, si tu demandes un truc, genre Sandra Larsen, c'était le nom de la maîtresse sur le fax dans l'entrée du défunt, elle te dit Look for my fax. Et tu reçois effectivement un fax avec les infos dont tu as besoin. Mais hormis Vanessa, si tu appuies sur elle dans ton spinner, tu contactes Lee. Yes, Murphy? Lee qui te donne aussi des infos, mais là c'est pas gratuit. Bon, par exemple, si je demande Law and Order, elle me dit de fixer un prix. What's it worth? Alors, essayons $150. You're as cheap as your suit. Ok, 500. Look for my fax. Et je reçois donc un fax, et parfois les infos sont les mêmes que celles de Vanessa, sauf que Lee m'a coûté du blé. Et pour gagner du blé, soit t'as les missions de tir dont j'ai causé tout à l'heure, soit tu peux en voler chez les suspects, ou soit, en allant dans ton inventaire avec I, tu peux mettre des objets en gage, chez ma tante, comme on dit. D'où l'intérêt de récupérer quelques objets chez les suspects, comme notre bouteille de whisky. Mais comme vous le voyez, même si c'est vieux, Mean Street c'est génial, t'as plein de gens à voir, plein de lieux à visiter, et comme dans tout tech noir qui se respecte, tu commences par enquêter sur la mort suspecte d'un vieux bougon, puis à partir du moment où tu te mets à fouiller son laboratoire secret, tu te retrouves soudainement au cœur d'un gigantesque complot menaçant carrément les USA et le monde, sur fond de grandes sociétés technologiques fricotant avec des fachos, à moins que ce soit l'inverse. Oui, absolument pas actuel du tout. Le tout en parcourant la Californie tout entière pour fouiller des laboratoires planqués où les cadavres s'empilent tout au long de notre périple. Et je peux partir maintenant? À savoir que le jeu est trouvable un peu partout, notamment en légal, sur GOG et sur Steam, en anglais, malheureusement, vu qu'il a jamais été traduit, et qu'il a été super bien noté par la presse de l'époque, remportant notamment un masse de prix pour ses graphismes. Et alors si c'est vraiment trop vieillot pour vous, sachez qu'il a bénéficié d'un remake en 1998, utilisant le moteur et la technologie d'Under a Killing Moon, donc avec de vrais acteurs professionnels et de la 3D qui va vite dedans, mais sans les séquences de vol. Un remake qui a connu une histoire compliquée, donc je vous en parlerai aussi un jour en temps voulu, et qui est tout aussi facile à trouver mais beaucoup plus compliqué à faire marcher, ouais. La version GOG, bien que légale, ne se lance pas sur mon ordi, la version Steam c'est la même, et même avec les CD originaux et une machine virtuelle, je n'arrive pas à le lancer. Alors il a fallu que j'aille sur archive.org pour trouver une version anglaise, j'ai le droit, parce que je l'ai acheté le jeu 3 fois quand même, pour qu'enfin avec une machine virtuelle je puisse lancer le truc. Mais il n'y a pas de VF sur celui-là. Quant à Tex Murphy, comme je l'ai dit, Mean Street fut le premier volet d'une longue saga, continuant dans le même format d'abord sans les séquences de vol avec Martian Memorandum, inspiré de Total Recall celui-là. Hi, Tex.
We've got a new case and you won't believe who it involves. En 1994, Tex va passer la vitesse supérieure avec Under Killing Moon, puis Pandora Directive, 2 ans plus tard avec une VF, celui-là. Ouais, je crois que ça va aller beaucoup mieux. Et puis en 98, tu auras Overseer, le remake de Mean Streets dont je viens de causer. Et après une longue absence, Tex va revenir en 2012, oui, pour le très sympathique Tesla Effect, mais je garde tout ça pour de prochaines fois. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo un peu pépère vous a plu. On se retrouve une prochaine fois. Alors je voulais la faire pour fin juin, mais avec la canicule c'était mort, je voulais pas perdre mon PC. Mais on se retrouve une prochaine fois, peut-être fin juillet. Je vais essayer de vous la faire pour fin juillet. Je croise les doigts s'il fait pas si on survit. En tout cas, je vous fais des bisous et puis portez-vous bien. Oh, I trapped my first tiger before I could speak. Killed me a bear when I was 3. And now with this Bigfoot and giraffe-necked freak, I finally have a full menagerie. Hit it, boys! That's why he's after being feared by the one, just to be the czar above us all. None of us can be, but we are one. Oh, it's tough to be a country western star. C'est pas moi. C'est Murphy.